Eh bien, voilà, nous sommes de retour sur ce plateau en seconde partie du libre journal de la résistance française avec nos invités qui n'ont pas changé depuis tout à l'heure, à savoir le père Jean Boboc, le frère Thierry et le docteur Philippe Lauron. Donc nous étions sur le 15 août, sur non pas tant l'Immaculée Conception que l'Assomption du 15 août, les fêtes mariales. Et nous allons maintenant parler du transhumanisme avec le père Jean Boboc. Je rappelle son ouvrage aux éditions Apopsis, le transhumanisme décrypté, métamorphose du bateau de Thésée. Je rappelle... et en particulier sur cette partie d'émission, que le père Boboc est aussi doyen du Centre de recherche et d'études représentant, enfin à Paris, donc de Doumitri Stani, comment se prononce Staniloé. Ah bah oui, je n'aurais pas réussi à Paris, vous avez vraiment voulu me le faire prononcer, vous voyez, j'ai pas réussi, qui représente le patriarcat sur les questions de bioéthique auprès de la Commission européenne des Églises. Ouf. Il fallait que je prenne ma respiration. Hein, ouais. Et vous êtes aussi, je crois, un représentant de l'Institut Saint-Serge. Non, je l'ai été. Ah, vous l'avez été, comme voilà. Le père Ozoline. Donc maintenant que l'Institut a trouvé bon de s'héberger chez les protestants, je ne vois pas beaucoup ce que j'y aurais à faire. Ah bon, d'accord. Bon, ben en tout cas, dans cet ouvrage, et pour un petit peu tuiler par rapport à ce que nous avons dit sur la Vierge Marie tout à l'heure, dans cet ouvrage sur le transhumanisme décrypté, vous considérez finalement, je crois, à un moment donné, que l'objectif terminal du transhumanisme serait d'en finir avec le fait que l'on sort du ventre d'une femme. Oui, voyez-vous, comme c'est intéressant. La fin de la maternité. Voilà un objectif qui a beaucoup été caressé par Ray Kurzweil et toute une autre clique d'individus intéressants d'ailleurs. Ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui savent faire de l'argent et surtout qui savent en extorquer ou lever des fonds faramineux parce qu'au travers de toutes leurs recherches aberrantes, il y a des retombées militaires dont la DARPA aux États-Unis ne voudrait pas faire l'économie et dont nous non plus. La deuxième chose qui est une menace considérable, pour en finir avec la maternité humaine, eh bien il faut faire de l'ectogénèse. Or, depuis maintenant très longtemps, depuis la première fécondation in vitro, c'est ce que nous faisons. Faire naître des individus autrement que par les voies naturelles, c'est l'objectif. Pour l'instant, on les fait encore naître par les voies naturelles. Mais on les conçoit autrement. Non plus d'une façon naturelle, mais d'une façon artificielle. Et plus loin encore... C'est plus le produit immédiat d'un désir d'un être pour un autre. C'est le produit d'un désir éventuellement égoïste. Ou d'un désir d'enfant, mais ce n'est plus la conséquence, l'enfantement n'est plus la conséquence du désir d'un homme pour une femme et inversement. C'est-à-dire séparer la procréation, qui d'ailleurs ne s'appelle plus procréation, s'appelle reproduction, séparer la reproduction de la sexualité. Ça, c'est un objectif fondamental qui, à mon avis, a été déterminé par le mouvement transhumaniste, qui est repris par des sociologues comme Madame Irène Théry, quand même quelqu'un qui est responsable de la famille en France, qui propose des choses invraisemblables. Et qui dit notamment que la famille n'a jamais été source de paix ni d'équilibre, mais de conflit. Elle est rejointe naturellement par tous les soutiers de la destruction humaine, depuis Derrida, en passant par Foucault, que tout le monde admire, etc. Tous ces gens-là ont des comptes à régler avec leur propre famille. Et on en fait des philosophes à cause de cela. Ridicule. Bon. Mais ce qui n'est pas ridicule, c'est la réalité de ce qui se passe dans les laboratoires. Car aujourd'hui, pratiquement... En France, je crois que c'est 7% des enfants naissent par fécondation artificielle. Le mouvement ne va pas s'arrêter là. Car au-delà de la fécondation dite artificielle, ce que nous cherchons à faire, c'est une modification du génome humain.
des hommes génétiquement modifiés. Et est-ce que vous pouvez, Père Boboc, nous faire, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, une définition du transhumanisme? Le transhumanisme, c'est tout simplement... Parce que c'est plusieurs choses, je crois. Oui, bien sûr, à cause du préfixe trans. Là, tout le monde comprend. Ça veut dire passer de quelque chose à quelque chose d'autre. Passer de l'humanisme que nous avons connu à une autre humanité. Et puis de cette autre humanité immédiate, celle qui est améliorée, entre guillemets, on va passer à la post-humanité. C'est tellement amélioré que ce sera la convergence du biologique et de la biotechnologie. C'est-à-dire l'ère du robot. Vous savez, au mois d'octobre prochain, il y aura un grand congrès à Madrid des transhumanistes. On aurait pu croire que le fruit de leurs travaux étant arrivé, ils pourraient s'arrêter là, mais non, pas du tout. Ils vont se réunir à Madrid et ils invitent Sophia. Savez-vous qui est Sophia? Non. Une très jolie femme, très sexy. On n'aura pas tout perdu. Très sexy, qui répond à vos désirs. À ce point-là. Mais oui, s'il vous plaît. Oui. Vous avez son 06. Qui ne crée ni jalousie, ni adultère. En plus. Hein. Mais Sophia, elle a reçu une citoyenneté. Et les robots aujourd'hui... Elle est citoyenne, du monde? Non, d'Arabie Saoudite. Ah! C'est pas fini, c'est quand même magnifique. Vous êtes en train de me refroidir, là. En Arabie Saoudite, les femmes ont difficilement le droit de conduire, mais le robot féminin a la citoyenneté. Et il n'y a pas que ça. À Bruxelles, on discute maintenant de la responsabilité d'un robot sur le plan légal. Donc à partir du moment où un robot féminin a une citoyenneté, est conçu comme responsable, considéré comme responsable, eh bien demain, le mariage pour tous pourrait aussi être le mariage avec un robot. Et pourquoi pas? On est dans une telle folie qu'il n'y a aucune raison que la folie s'arrête. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Donc on pourrait par exemple aussi imaginer que le robot soit pénalement responsable s'il venait à ne plus aimer l'humain, il serait humanophobe, il irait exactement. Donc on se pose la question chambre. De savoir qui est responsable, est-ce que c'est le propriétaire du robot, le concepteur du robot ou le robot lui-même? Transhumanisme, donc vous avez parlé de la modification du génome humain, vous avez parlé en effet de l'humanisme robotisé, de l'humanité qui serait robotisée. On peut parler aussi peut-être d'eugénisme. Tout à fait, l'eugénisme est à la mode. Nous sommes dans une société eugénique. Plus de 90% des enfants qui ont un syndrome, Down syndrome, un trisomie 21 par exemple, ce qu'on appelle vulgairement le mongolisme, sont éliminés avant de naître. Ça c'est comment dirais-je, le pourcentage en Europe. En France c'est plus que ça, c'est 96%. Parce que vous et moi, nous ne voyons pas aujourd'hui dans les rues des petits-enfants mongoliens au bras de leur maman. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, moi. Eh bien oui, ils ne sont plus là. Alors où sont-ils? Exécutés. On les a exécutés. C'est tout ce qui est diagnostic prénatal. Voilà, c'est ça voilà. On en est arrivé là. Parce que nous allons avoir la possibilité, avec le séquençage du génome, de faire de la médecine prédictive. Et on va la faire de plus en plus tôt. Alors à ce sujet, j'ai une histoire à raconter, que je raconte souvent. J'ai peut-être même sur ce micro. J'ai eu la visite un jour d'une dame dont j'avais baptisé l'enfant. Enfant charmant. Et je lui fais un compliment. Voilà véritablement un enfant qui a été nourri au sein. Et elle me dit mais non père, j'ai plus de sein, je me les fais retirer parce que j'ai la maladie, cette fameuse maladie qui est génétique. Ma sœur est morte d'un cancer du sein et en Angleterre, on élimine tous ces fœtus par principe de précaution. Alors, vous voyez où est arrivé le principe de précaution. Je tue quelqu'un avant qu'il ne naisse par précaution. Parce que si jamais cet enfant avait grandi, il y avait un certain nombre de risques que cette petite fille devienne un jour une femme avec un cancer du sein. Et cette dame me disait, voyez, avec aujourd'hui les traitements et ce que l'on sait, me surveillant, j'aurais pu éviter un cancer du sein. Mais si j'étais née anglaise, je ne serais pas là pour vous raconter mon histoire. Voilà ce que c'est que l'eugénisme négatif. C'est la suppression des êtres humains par principe de précaution. L'horreur. Voilà, ce qui est une manière aussi d'euthanasier la mort, puisque si vous ne naissez pas, vous ne risquez pas de mourir. Mais en tout cas, il y a cette idée dans le transhumanisme aussi d'en finir avec la mort.
On finira avec la mort, et tout à fait. Alors il y a le livre de Laurent Alexandre, La mort de la mort, etc. D'ailleurs, il change beaucoup d'idées, Laurent Alexandre. Maintenant, il trouve qu'effectivement, on a été trop loin avec le transhumanisme. Maintenant, il s'occupe essentiellement de l'intelligence artificielle. Laquelle l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, parce que c'est faire comme un injure à l'intelligence. L'intelligence artificielle n'a qu'une partie de l'intelligence, c'est l'apprentissage automatique. Bon. Il vaudrait mieux parler, au lieu de parler d'intelligence artificielle IA, intelligence artificielle, il vaudrait mieux parler de techniques de réponse rapide aux données. Mais enfin, peu importe. Ça sera l'occasion de mon prochain bouquin. Pour revenir sur la mort... Est-ce que c'est pas le coefficient intellectuel généralisé qui crée cette intelligence artificielle, comme quoi il suffirait d'avoir une intelligence rationnelle? Eh bien, rassurez-vous, l'intelligence, le quotient intellectuel est en train de décroître. Oui, en France en particulier, oui. Ben oui, ça vous étonne? Le docteur Laurent en parle d'ailleurs dans son dernier ouvrage. Oui, ça décroît, donc il nous expliquera pourquoi. Mais je voudrais revenir sur... Et il insiste beaucoup, le docteur Laurent, sur le quotient émotionnel. Et on va revenir en dernière partie d'émission. Comment l'intelligence artificielle dont on nous parle pourrait-elle être émotionnelle? Pourrait-elle être sentimentale? Pourrait-elle être avoir un sens artistique, etc., etc. On se fout du monde, et on absorbe tout ça. Hein, bien. La mort de la mort, c'est l'espoir d'une immortalité cybernétique. C'est tout. Donc ça, c'est le côté californien, Silicon Valley, d'une humanité siliconisée, si je puis dire. N'est-ce pas? À tout point de vue. Hein. On silicone le mental, mais on silicone les seins, les fesses, etc. La folie. Un monde de silicone. On passe d'une médecine qui était curative à une médecine préventive, oui, à une médecine prédictive. Et à une médecine prothésique. Hein, ça, c'est la robotisation. Oui. On voit bien cette évolution. Faisons attention à ne pas être opposés aux améliorations considérables que la médecine apporte. Hein. Une prothèse n'est qu'une prothèse. Et si elle est de plus en plus performante, tant mieux. Elle n'est pas obligatoirement un robot. Non, pas du tout. Même s'il peut y avoir ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle à l'intérieur, ce n'est qu'une prothèse. Et la limite s'arrête au moment où la prothèse pourrait faire mieux que le membre naturel. Alors, nous avons aujourd'hui des sportifs équipés de prothèses qui courent plus vite que les autres, etc. C'est une aberration, ça n'a pas de sens. Bon, ça peut être amusant. Ce sont les handisports, c'est l'handisport. Oui, je crois que vous avez des Jeux Olympiques d'ailleurs. Oui, tout ça existe. Ce n'est qu'un jeu. Il est interdit de rire, bien sûr. Interdit de rire. Ce n'est qu'un jeu. Hein. À partir du moment où ça rentre dans le schéma corporel de l'homme, ça devient tout à fait autre chose. Un individu qui s'habitue tellement à sa prothèse que ça modifie son schéma corporel, il se passe quelque chose, une osmose entre de la machine et de l'homme. Ce qui m'inquiète le plus d'ailleurs, c'est à partir du moment où les micropuces, les neuropuces, mon confrère en parlera peut-être, sont introduites sur le cerveau et qu'on peut faire un maillage de cellules normales, naturelles, avec ces cellules artificielles. Ça crée un maillage, et ça, c'est le maillage futuriste du post-humanisme. Alors, j'aurais aimé quand même qu'on revienne quand même sur mettre fin à cette antique malédiction, qui est la malédiction de la mort. Quand Becbédé, dernièrement, dans un grand journal... Becbédé, c'est qui ça? C'est un des deux... Vous savez, vous avez deux frères. L'un est écrivain et l'autre se pique de politique de temps en temps. Et donc là, je vous parle de l'écrivain, du critique cinématographique aussi, qui écrit dans un ouvrage sur la mort en disant moi j'ai peur, la mort ça me fait peur. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui avec Becbédé disent mais la mort moi ça me fait peur, et si nous pouvions réussir à vaincre cette malédiction, qui d'ailleurs pour eux n'est même pas une malédiction, enfin si tout simplement nous pouvions ne pas mourir, eh bien ce serait quelque chose d'extraordinaire à mettre au crédit de la science. Qu'est-ce que vous leur répondez aux gens qui ont peur de la mort? Eh bien je leur réponds comme Grégoire de Nice. Saint Grégoire de Nice, 4e siècle, la création de l'homme, a des phrases inouïes sur sa révolte contre la condition humaine. Parce que se révolter contre la mort, c'est se révolter contre la condition humaine. Cette condition humaine
C'est notre nature, mais elle est contre nature. Hein. On a écopé de cela grâce à nos parents ancestraux. Bien. Donc nous avons dans cette condition humaine la mort. Saint Grégoire de Nice dit c'est insupportable quand je considère la mort, quand je considère la vieillesse, quand je considère la maladie, quand je considère la conception, quand je considère l'accouchement, quand je considère l'allaitement, quand je considère mes intestins, quand je considère l'excrétion, etc. Il vomit tout cela. Et 2-3 paragraphes plus tard, il reprend ces données pour en faire ce que j'appelle, dans mon livre La Grande Métamorphose, je parle de ça, et je dis c'est la seconde chance. Hein. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est que cette seconde chance ? La seconde chance, c'est cette transformation de cette condition humaine sublimée qui nous permet, par la mort, de mettre fin au péché. Une fois mort, je ne pêche plus. Donc c'est presque un traitement du péché. Difficile à absorber, cette idée. 2. Paradoxal. Paradoxal, en tout cas. 2. La mort, c'est la vie. Je ne peux pas ressusciter si je ne suis pas d'abord mort. Et ça, c'est la grande leçon de la résurrection du Christ. Or, le Christ ressuscite dans sa chair, et non pas autrement que dans sa chair. Il ressuscite dans un corps glorieux qui nous est prédit à nous aussi. Donc pourquoi aurais-je peur de la mort si je sais que ce n'est qu'un passage pour la vie éternelle ? Alors évidemment, quand on parle comme ça, des gens haussent les épaules, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils attendent, mais c'est la réponse de l'Église, et c'est ma réponse à moi en tout cas. C'est peut-être le moment où vous parlez de Grégoire de Nice, de parler des origines philosophiques et idéologiques, surtout du transhumanisme. Je rappelle que votre ouvrage sur le transhumanisme décrypté, Métamorphose du bateau de Thésée, est préfacé d'un philosophe, et non des moindres, puisque professeur de philosophie à la Sorbonne, c'est-à-dire Pierre Magnard. Quels sont, d'après vous, et d'après Pierre Magnard, il n'est pas aujourd'hui sur ce plateau, on l'invite parfois, quelles sont les origines du transhumanisme, d'après vous ? Alors les origines du transhumanisme, elles relèvent de l'époque des Lumières, elles relèvent des mouvements révolutionnaires, elles relèvent du déisme antichambre de l'athéisme, elle relève de la biologie anglo-saxonne et de la philosophie utilitariste anglo-saxonne. Donc c'est à la fois les anglo-saxons, mais c'est aussi la France avec les Lumières et la Révolution. Tout à fait, tout à fait. Mélangez tout ça et vous avez une soupe infâme où on vous prédit depuis très longtemps que l'on va se servir de quelque chose qui existe, c'est la perfectibilité de l'homme. Adam n'a pas été créé parfait. Dieu ne l'a pas fait parfait. Il l'a fait bien, mais pas parfait. Il avait à se perfectionner. Il a raté. Mais cette capacité de perfectibilité, nous l'avons tous. C'est celle qui nous permet, pour nous chrétiens par exemple, d'aller vers la théosis, d'aller vers la déification. Notre déification personnelle. Notre sanctification, notre déification. Non, mais c'est important. Alors là, on va continuer, bien sûr. Oui. C'est passionnant ce que vous dites, Père Boboc. Mais donc, Adam n'est pas créé parfait. Non. Donc, frère Thierry, vous êtes très sage. Je vous en remercie d'ailleurs depuis tout à l'heure. Vous écoutez attentivement et vous avez raison. Tout comme moi-même et comme beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, le Père Boboc. Qu'est-ce qu'il en est alors des dons préternaturels d'Adam dans un cas de figure comme celui-ci ? Avant le péché, Adam jouissait de dons préternaturels, exemption de la mort par exemple, qu'il a perdu lors de la faute. Alors ça, c'est pas un petit peu... ça n'entre pas en contradiction avec ce que dit le Père Boboc ? Non, c'est pas une contradiction. Pas du tout. Le Père parle après le péché, les dons préternatuels, c'est avant le péché. Voilà. Et quant à l'idéologie transhumaniste, effectivement, elle remonte aux philosophes du XVIIIe siècle, La Métrie, Holbach. C'est ça. Et il faut voir, entre autres, les travaux de Xavier Martin. Il a bien fouillé ces questions.
Vous parlez souvent, Père Boboc, avec Pierre Manière, de Condorcet aussi. Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, Condorcet annonce la couleur. D'une façon d'ailleurs stupéfiante, parce qu'on pourrait prendre chaque mot et le coller à l'idéologie actuelle de ces fameux transhumanistes. Je ne les prends pas pour des fumistes. Je les prends pour des subversifs d'une révolution qui se prépare. Alors, allons-y carrément. Et disons qui est derrière cette révolution. C'est le nouvel ordre mondial. Ça, Non, je ne sors pas du sujet. Hein. Non, mais bien sûr, on est dans le sujet, mais je voulais qu'on reste un petit peu peut-être quand même sur sur les origines, essayer de comprendre le transhumanisme, au moins dans son aspect le plus noble. Évidemment, après, on va en parler de cet aspect. La perfectibilité de l'homme, l'amélioration de l'homme, conçue à tous égards. Qu'est-ce que vous auriez reproché, par exemple, à un Pierre Teilhard de Chardin, parce que je sais que vous lui reprochez un certain nombre de choses, jésuite, scientifique, paléontologue, entre autres, quand il dit l'homme est l'axe, la flèche de l'évolution. En quoi est-ce que ce serait, on va pas employer toujours les grands mots avec frère Thierry d'hérétique, mais en quoi est-ce que justement Teilhard de Chardin serait aussi peut-être un des pères du transhumanisme? Qu'est-ce qui vous dérange, Père Boboc, et après frère Thierry si vous le souhaitez, dans ce... Alors je regrette de ne pas être venu avec mon triste livre, parce qu'il y a une page de condamnation de ma part de Teilhard de Chardin, oui, que j'ai lu avec grand intérêt quand j'étais adolescent. Simplement, je me suis rendu compte que c'était un gnostique. 1. 2. Qu'il imaginait une espèce de croûte spirituelle. Il faut toujours se méfier de ce mot. D'une croûte spirituelle qui entourerait la Terre. Une espèce de noosphère. Alors ça, on est tout à fait dans la pensée d'un Ray Kurzweil dans la Silicon Valley. Cette espèce de monde noosphérique de l'esprit, qui est au-dessus de cette croûte naturelle. J'entends bien ce que vous dites, Père Boboc, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est lorsque Teilhard de Chardin dit « homme, axe, flèche de l'évolution », en quoi est-ce que ça se distingue, par exemple, de saint Irénée quand il dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se divinise ». Si l'homme doit se diviniser, l'homme n'est-il pas, même s'il n'a pas évidemment atteint encore, on est bien d'accord, ce degré, ce niveau-là, l'homme n'est-il pas l'axe, n'est-il pas le projet de Dieu, quitte à passer d'ailleurs par la Vierge. Je laisse la parole au frère Thierry qui trépigne. Alors, frère Thierry, vous répondez à ma question parce que c'est pour répondre à côté. Très précisément. Très bien. Pour saint Irénée, notre déification s'obtient par les énergies divines, ou en langage théologique latin, par la grâce. Pour Teilhard et ses émules, c'est par un effort, je pourrais dire prométhéen, pour faire comprendre, par lui-même. Et c'est en cela qu'il est le singe, la caricature de Dieu. Et, je pourrais dire, un projet luciférien. Les grands mots sont lancés, décidément. Oui, mais je partage. Je suis précis. Et je tiens à rappeler que quand l'Église avait encore un pouvoir judiciaire, où la Sainte Inquisition existait encore, le Saint-Office. Mais Teilhard de Chardin, même au temps du bon pape Jean XXIII, était mis sur la liste des livres prohibés. Ça, c'est vrai, oui. Et il ne faut pas oublier, alors rentrons pas trop dans les détails, que ces livres prohibés étaient polycopiés, circulaient sous le manteau dans les séminaires, et on a vu le résultat que l'on voit. C'était le cas avec Maurras aussi, à mon avis, c'est pas un argument vraiment majeur, ça. Mais il y a... c'est dommage en effet que Manière soit pas là, parce que j'aurais aimé, moi, le questionner sur ces micro-déplacements, parce qu'il a cet universitaire philosophe, il est d'une grande subtilité dans sa réflexion. Il note bien quand même qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre l'homme axe et flèche de l'illusion, projet, et
et le christianisme. Ce qu'il a l'air de dire, et ce que je crois que vous dites aussi, Père Boboc, c'est que de toute façon, il n'y a pas, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on continue, il n'y a pas... Le transhumanisme, vous le dites, c'est un nouvel humanisme, une nouvelle humanité, etc. L'humanisme primordial ne se pense pas sans la christologie. C'est-à-dire, tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous développer un peu? Nous sommes à une époque que nous disons postmoderne. Disons déjà que le modernisme, c'est l'absence de Dieu. Donc votre question est hors circuit. Plus de Dieu. L'humanisme premier, donc, ne se pensait pas autrement que dans le cadre du christianisme. Oui, mais c'est fini. Ce qui est déconnecté. Aujourd'hui, on dit je suis un humaniste, ne veut pas dire que pour autant... Ou au moins, si on ne parle pas de christianisme, d'une métaphysique, d'une certaine philosophie où on respecte l'ontologie. Et alors là, tous les manifestes... Vous commencez à m'inquiéter, la frère Thierry. Non, mais tous les manifestes transhumanistes disent très bien qu'ils se mettent en dehors de toute spiritualité. Bien sûr. De toute spiritualité. Et c'est faux d'ailleurs, puisqu'ils font appel maintenant à la spiritualité. Ils font appel naturellement, c'est Dimitri Itzkov qui fait ça dans son programme sur la fabrication des avatars. Il est allé chercher des bouddhistes, des hindouistes, etc. Et voilà que le Dalai Lama, ici met à son tour, en disant que c'est intéressant, cette transhumanisme, cette fabrication éventuelle, ce transfert éventuel de l'intelligence sur un robot, parce que ça nous donne de l'eau à notre moulin. Dalai Lama dit ça? Oui. J'ai les références et elles sont citées dans mon livre. Parce que lorsqu'on attaque durement, il faut être sûr de ne pas être accusé. Si vous avez les références, vous êtes tranquille. Donc ça demande un travail énorme. Il y a les références du Dalai Lama, considérant que les travaux sur le transfert d'intelligence vers une machine est une chose intéressante pour mieux comprendre la métempsychose. Écoutez, dès que les éditions Apopsis, j'en veux que pour témoin le frère Thierry m'aura envoyé le transhumanisme décrypté, métamorphose du bateau de Thésée du Père Boboc aux éditions Apopsis, je ne manquerai pas de regarder l'ensemble de ces éléments. Il y a un deuxième déplacement dont Magnard parle aussi. Alors il cite à ce moment-là abondamment Edgar Morin. Il dit, avec Edgar Morin, on sort du paradis, il faut sortir, dit Edgar Morin, du paradigme de la nature. Et là, vous revenez à la notion de la nature déchue. Est-ce que vous pourriez, et la différence qu'il y a justement entre la nature telle qu'elle est pensée par les transhumanismes et telle qu'elle est pensée, la nature, par la religion chrétienne, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Père Boboc? La nature fait partie de la création, ça c'est un point général. Et la nature des transhumanistes, elle n'a plus rien à voir avec ça. Dans le manifeste transhumaniste signé par Raymond Kurzweil, il dit « Je voudrais faire l'amour dans l'espace, je voudrais tutoyer les galaxies, je voudrais créer des espèces nouvelles, je voudrais créer des clones. En fait, je voudrais faire des festins de... » Le mot m'échappe, ça correspond à des nourritures artificielles. C'est une autre nature. On veut une autre nature. On veut un autre cosmos. Et d'ailleurs, ils sont pratiquement tous, intéressés par la conquête spatiale. Alors, d'ailleurs, et ça va être la dernière fois qu'on revient aux racines idéologiques et philosophiques du transhumanisme, finalement, cette contestation de la nature, d'après vous, viendrait des hérésies, finalement, qui contestaient la double nature du Christ, à la fois divine et humaine. Oui, tout à fait, parce que actuellement, je travaille sur un ouvrage sur la chair, qui, naturellement, pour un chrétien, ouvre sur l'incarnation. Très important de savoir, d'un point de vue anthropologique et chrétien, qu'est-ce que l'homme ? L'homme, c'est une unité tripartite, faite d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et le Christ lui-même a pris tout cela. Un corps, une âme et un esprit humain. Bien. La chair est d'une importance considérable. Le Christ a choisi de se faire embryon dans un utérus humain et de prendre toute sa chair à partir d'une femme, sans aucune semence masculine. Il y a là une transformation considérable
de la nature. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. Oui. La parthénogenèse est connue depuis longtemps, elle était décrite par Léon Brunet, un biologiste de Lausanne, ou de Genève, je ne sais plus, qui l'a montré sur les insectes. Et vous avez ça aussi, mais avec la nature, avec les figuiers, par exemple. Oui. Donc, dans le règne animal, si on peut dire, ça peut se passer. Ça ne se passe pas dans le règne humain. Parce que je fais une différence entre le règne animal et le règne humain, s'il vous plaît. Alors on me dira, oui, mais enfin, écoutez, si une chose comme ça pouvait être, ce serait tout à fait exceptionnel. Eh bien oui, vous l'avez l'exception. Vous l'avez l'exception avec l'incarnation du Christ. Et donc, je suis de ceux qui pensent que la Vierge a enfanté par une parthénogenèse, parce que Dieu travaille toujours à l'intérieur de l'homme et non pas de l'extérieur. Donc les choses les plus extraordinaires se passent par l'homme à l'intérieur de l'homme. Point. Je rappelle la chair, en hébreu c'est bazar, qui a les mêmes lettres que au fondement, le Bereshit, de la première lettre de la Genèse et de l'Évangile selon saint Jean, c'est-à-dire au fondement. Et au fondement, je pose un fils. Voilà. Le bar, le fils. Oui. Bon. Et Rab, c'est la joie, d'ailleurs, si vous inversez les lettres. Très bien. Donc là, on a les natures. Alors, j'ai voulu, parce que je pense que c'était intéressant, surtout sur une émission d'été, que les auditeurs de Radio Courtoisie que nous allions ensemble au fondement du transhumanisme. Mais vous étiez parti, et je suis bien d'accord avec vous, et je ne voulais pas surtout vous arrêter dans votre élan, donc c'est le moment de revenir sur le sujet, à savoir le fait que finalement le projet du transhumanisme, c'est d'après vous un homme augmenté, solitaire, livré aux forces d'un marché mondialisé financier, c'est ça ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez développer, Père Boboc, pour nous, s'il vous plaît ? Oui, parce qu'un individu qui a été fabriqué artificiellement avec des gamètes, vous savez qu'on veut aussi fabriquer artificiellement des gamètes. Il y a le grand projet du génome humain a donné lieu à Boston il y a 4 ans à une réunion des savants, des généticiens, secrète, c'est-à-dire hors de l'assistance des journalistes. Déjà, c'est tout à fait étonnant. Pour avoir l'idée de la faisabilité d'un séquençage du génome artificiel. C'est-à-dire que même si la faisabilité n'est pas possible, rien que de se réunir pour penser à cela vous montre où nous allons. Donc le séquençage, le problème du séquençage du génome et de notre capacité à faire un certain nombre de manipulations est gravissime. Je ne suis pas du tout impressionné par les découvertes récentes du CRISPR, par exemple, les fameux ciseaux génétiques qui permettent de faire théoriquement des réparations. C'est parce que ça ne va pas fonctionner. En théorie, c'est magnifique. Mais supprimer un segment malade pour le remplacer par un segment artificiel, c'est ne pas tenir compte des interactions entre ce vide et l'artificialité qui va créer des mutations. Et on n'est que devant des problèmes d'échec actuellement de cette idée de la thérapie génique. Ça ne fonctionne pas encore. Je n'ai pas dit que ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionne pas encore. Ce que l'on sait faire, c'est modifier, c'est ajouter de l'ADN, c'est-à-dire de l'acide désoxyribonucléique, se servir d'un noyau autre pour faire un individu. Alors on a fabriqué là récemment un individu qui est né en bonne santé à partir de 3 personnes différentes. Oui. Bon. Et quelle a été la réaction immédiate de la presse ? Formidable ! Pourquoi pas avec 7 ou 8 ? Pourquoi seulement avec 3 ? Vous voyez, c'est ça la démarche insensée. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Oui, c'est une démarche insensée. Et je suis très inquiet parce que le président du Comité national d'éthique en France, lors de l'ouverture des États généraux de la bioéthique, a dit « Moi, je ne sais plus où est la différence entre le bien et le mal. » Et il a donné un exemple. Savez-vous qu'en Chine, où la science avance, entre parenthèses, la nôtre n'avance pas, hein, c'est ça que ça voulait dire, eh bien, il y a des milliers de transplants actuellement qui sont faits à partir de prisonniers ou de condamnés à mort. Alors, il disait, voyez, tout est relatif. Et je lui réponds, moi, oui, mais on fait la même chose. Parce que lorsque vous avez accepté la loi
le décret qui permet de faire de l'expérimentation sur des embryons, ce sont des condamnés à mort. Seulement, vous ne voulez pas reconnaître encore la qualité de personne à un embryon. Et je suis très fier aujourd'hui de pouvoir dire que notre dernier synode orthodoxe récent d'il y a un an, en Crète, a déterminé clairement que le premier des droits de l'homme, c'est de naître. Ça n'avait jamais été dit. Le premier des droits de l'homme, c'est de naître, et le zygote est déjà une personne. Point. Moi, une fois que j'ai dit ça, pour moi, tout est dit. Hein. Alors, tout est dit, Père Boboc, mais avant d'en arriver, terminer sur les échecs de la bioéthique et voir un petit peu comment on peut, dans ce combat de fin des temps, d'après le professeur Magnard, Oui. quelle barrière mettre au transhumanisme. Est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, ça ne marche pas si bien que ça, il y a des manipulations génétiques, mais il n'y arrive pas. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser un petit peu le transhumanisme et rappeler que souvent, c'est quand même une forme de charlatanisme? C'est-à-dire, on raconte des... Alors, c'est d'ailleurs souvent ce qui vous est opposé en disant « ne dramatisez pas, tout à fait, Père Boboc ». Non, mais je ne suis pas si inquiet que cela. Je sais qu'au bout des temps, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je suis tranquille avec ça. Mais entre-temps, on va déguster. Hein. On va déguster, on va voir nos sociétés se déliter, on va voir nos identités se diluer, on va voir la politique du remplacement à tous égards. On remplace une idée, une valeur par une autre. Je ne parle pas seulement du remplacement ethnique et démographique. Je parle du remplacement. C'est l'ère du remplacement. On remplace tout. Or, on remplace des valeurs par des fausses, par des moyens pour aller vers d'autres valeurs qui n'en sont pas. Et là est le problème. Nous avions des valeurs sûres, des repères sûrs. Ça, les philosophes en ont fait leur affaire. Ils en ont fait leur affaire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de valeur sûre, on discute de tout. Ça, c'est le déconstructionnisme. C'est le déconstructionnisme. La nature, il n'y a pas de nature. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous me parlez de lois de la nature, mais quelles sont les lois de la nature? Je ne les ai jamais vues, les lois de la nature, etc. etc. Vous comprenez? Tout à fait. C'est ça la déconstruction. C'est de nous faire vivre dans un sentiment permanent d'insécurité. Et rassurez-vous, on a la solution. Et la solution, c'est écoutez-nous, on vous crée une bonne télévision, on vous explique ce qu'il faut lire, surtout ne perdez pas votre temps à lire, regardez-nous, et tout va bien se passer. Hein? C'est ça. Rien d'autre. Alors, quelles sont les digues contre le transhumanisme? Comment combattre le transhumanisme? Eh bien, revenez... À la fois dans l'espace public et puis personnellement dans éventuellement. l'espace public, ça va être compliqué, dans la mesure où pratiquement toutes les institutions sont pourries, c'est-à-dire infiltrées. Elles sont infiltrées par... Enfin, elles tiennent toutes le même discours, de toute façon. Oui, oui. Qui est favorable à l'avancée des sciences, au progrès, etc. Ça, alors pourquoi tiennent-elles toutes le même discours? Hein? Bon, il y a un dénominateur commun, là, quelque part. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Bon, vous savez, bon, il ne faut jamais verser dans une forme quelconque de complotisme à mes yeux, mais bon, on n'est pas toujours d'accord avec le frère Thierry sur le sujet. Mais je vous en prie, terminez. Non, parlez du complotisme. J'ai rien dit. Non, Parlez du complotisme. Je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Puisque les comploteurs en parlent eux-mêmes. Alors ceci dit, c'est vrai que ceux qui dénoncent notre sens du complot voient des complots un peu partout. Alors ça, pour le coup, on est bien d'accord. De même que ce sont les champions de l'amalgame, alors qu'ils nous reprochent le même amalgame. Mais ça, c'est vraiment... On vit un monde qui est malhonnête. Hein. On vit un monde qui est quand même, on sent très bien, dirigé par le menteur, le père du mensonge. Tout est luciférien. Et il n'y a qu'un seul barrage. C'est la religion. La religion chrétienne. La religion chrétienne, il n'y en a pas d'autre. Tout le reste n'est pas religion. Il n'y a pas d'autre religion que la religion chrétienne. Ou plutôt, je dirais autrement. Je ne suis pas sûr que le christianisme soit une religion. C'est une foi. C'est une rencontre personnelle. Et je laisserai le nom de religion aux autres. Je leur en fais cadeau. Très beau mot de conclusion, Père Boboc. Mais je vous en prie, restez avec nous. Vous vouliez dire quelque chose encore, frère Thierry, avant que nous passions au docteur Laurent? Ou est-ce que la foi du Père Boboc vous suffit? Absolument d'accord. C'est vrai que notre foi n'est pas un catalogue de dogmes, de pratiques, mais c'est une rencontre intime, savoureuse, avec le Christ et la Sainte Trinité. La vie chrétienne, on pourrait dire,
c'est l'œuvre esthétique par excellence. On contemple la beauté infinie de Dieu, et à force de la regarder, on se transforme soi-même. Le reste, c'est du vent. Il y a Père Boboc. un grand spirituel roumain qui était un rabbin, un juif, que les communistes ont voulu envoyer en prison. Il s'appelait Steinhardt. Ils ont voulu l'envoyer en prison et ils se sont dit, pour le punir encore plus, on va l'enfermer dans une cellule remplie de légionnaires roumains, c'est-à-dire du mouvement de Codreanu, de la garde de fer. Donc il était dans la même cellule qu'une dizaine de ces gardes de fer, et au bout de 6 mois, il a demandé le baptême. Alors ce même Steinhardt, qui est terminé comme, une fois sorti de prison, comme grand spirituel et comme starets d'un monastère, m'a servi dimanche dernier pour mon homélie, parce qu'il disait « Il faut vivre l'art d'être chrétien ». C'est ça. L'art d'être chrétien. Magnifique. De même que nous pensons que la théologie est la science des sciences, il y a un art d'être chrétien. Rappelez-nous, Père Boboc, votre université d'été sur la chaire, si certaines personnes voulaient s'inscrire, peut-être encore. Je pense que c'est trop tard. Je pense qu'on est à guichet fermé. Mais chaque année, nous avons une université d'été qui se passe au centre Sainte-Croix, qui est dans les vignes du Seigneur, autour de Bergerac. Tout à fait, dans le sud-ouest. Vous connaissez, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Je reçois en août le docteur Olivier Soulier, qui fait aussi beaucoup de conférences. Par contre, ceux qui seront intéressés à suivre vos conférences, d'abord, vous l'avez sur mon propre site, Clariopage, et ensuite sur le site apostolia.com. Tout à fait, sur vous YouTube. Avez, sur YouTube, beaucoup de conférences. Énormément. Alors quand même, sur le centre Sainte-Croix, quelles sont les dates ? C'est du 22 au 25, je crois. Août. Oui. Très bien. Donc, il suffit d'aller voir au Centre Sainte-Croix. Éventuellement, s'il reste des places, je crois que vous faites donc une conférence sur plusieurs jours sur l'incarnation, sur la chair. Sujet extraordinaire. Sur la chair. Sur la chair. Oui, sur la chair. Eh bien, merci beaucoup, Père Boboc.